راكم تسمعوا كاع bien. Alors, c'est bon. Alors, je me présente, c'est Moner Khadri. Je suis lead développeur chez emploitech.com. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une petite introduction à Amazon Web Services. Bon, c'est un très grand sujet. J'ai essayé de faire le résumé. Déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a parmi vous qui utilisent Amazon Web Services? Utilisent régulièrement ou là? Parfait. عندنا واحد برك. زوج. Parfait. Alors, c'est pour ça, comme je connais pas vraiment la communauté AWS en Algérie, je voulais faire une introduction, essayer de présenter les services qui existent et comment on peut les utiliser. Donc, alors, avant tout, je vais essayer de parler de l'historique de AWS, comment ça a commencé. Alors, au début, en 2003, Benjamin Blake Hadaya, il venait d'être promu au poste de responsable de développement. Et voilà, il a essayé de préparer une sorte d'architecture, une sorte de présentation par rapport à déjà le- l'infrastructure interne de Amazon. À l'époque, c'était le site amazon.com avec la gestion de stock et tout. Donc, le gars, il a essayé de présenter une architecture pour leur infra interne et il s'est rendu compte que l'architecture qu'il a proposée, il peut la proposer en tant que service, ils peuvent la vendre. Donc, après, bon, avec son supérieur, ils ont fait une présentation au Big Boss et ça a été accepté genre, très rapidement. En 2006, AWS a été lancé officiellement. Juste une année après, on avait 180 000 développeurs sur la plateforme. C'était, voilà, c'est en quelque sorte le service cloud, le chouchou des développeurs, quoi. C'est une plateforme qui est beaucoup plus aimée par les développeurs que par les entreprises en elles-mêmes. Alors voilà, en 2010, alors toute la plateforme Amazon.com a été installée sur AWS. Voilà, bon, c'est un historique un peu résumé, en gros. Bon, j'ai pas fait une introduction au cloud. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Je viens de me rappeler d'une citation, le CEO de AWS. Il disait que pour innover, il faut avoir deux choses. Il faut avoir la possibilité de tester de multiples solutions et deuxièmement, ne pas vivre avec les dommages collatéraux de ces tests. Donc, si on a notre propre infrastructure, si on est avec nos propres data centers, ou là, si on fait des expériences et qu'on a des échecs, on paye très chèrement les échecs d'Anna. Mais avec le cloud, on peut tester autant qu'on veut, on peut scaler, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, j'imagine que tout le monde est d'accord avec. Ah, ça dépend. Ok. Voilà. Bon, je commence directement avec les régions. Déjà pour comprendre la différence entre les différents providers de cloud. Il y a la notion de région, elle est un peu différente chez Amazon, parce que chez Amazon, une région, c'est une zone géographique, mais qui contient plusieurs zones de disponibilité. Donc, le minimum, c'est deux zones de disponibilité. Une zone de disponibilité, c'est un data center. Donc, contrairement aux autres providers, ils ont un data center par région. Amazon, ils font minimum deux data centers par région. Donc, actuellement, ils ont 16 régions avec, je pense, 42 zones de disponibilité à travers le monde. Alors, en plus de ça, ils ont ce qu'on appelle les edge locations. Les edge locations à Doma, c'est quoi? C'est une sorte de périphérique de cache. C'est ce qu'on utilise en général pour les CDN. Et ils ont les edge locations à Doma, ils sont séparés de
l'infra global, des régions et des zones de disponibilité. Donc pour les edge locations, ils ont maintenant plus de 75. Si je me rappelle bien, j'ai essayé de les voir hier, ils étaient à 77. 77 à travers le monde. Alors, voilà, bon, en général, comment ils sont catégorisés, les services de Amazon Web Services. Euh, Global Infrastructure, c'est ce qu'on vient de voir, c'est les régions, les zones de disponibilité et tout. On a les deux principaux, compute et network. C'est la base en quelque sorte. C'est les trucs qu'on doit, enfin, toute personne qui voudrait utiliser Amazon Web Services elle doit connaître au moins les trois premières lignes comme ça. Et plus on monte, plus on est vers la spécialité. Quand on trouve de l'intelligence artificielle, on trouve des outils pour le développement mobile, voilà, de big data, ça dépend, c'est des spécialités. Alors, donc, comme on a vu l'infrastructure globale, on va essayer de faire une petite présentation des services disponibles et voilà, enfin, j'ai essayé de regrouper les services les plus importants, les plus utilisés. Voilà. Donc, on va essayer de commencer avec Networking and Content Delivery. Premier service qu'on a, c'est VPC, c'est pour Virtual Private Cloud. Et voilà, c'est un service très très important. Donc on peut créer notre propre cloud privé, on peut configurer des sous-réseaux, on peut mettre des réseaux ouverts au public, d'autres réseaux internes. Enfin, peut vraiment avoir son propre cloud et le gérer comme on veut. Ensuite, on a ce qu'ils appellent le Route 53, c'est 53, c'est pour DNS, donc c'est le service DNS. On peut gérer nos propres DNS avec ce service, et voilà, ça coûterait pas très cher, voilà, et c'est un service très très important. Ensuite, CloudFront. CloudFront, j'imagine que la majorité qui connaissent un peu de AWS connaissent le CloudFront. C'est ce qu'on utilise en général pour créer des CDN, pour Content Delivery en quelque sorte. Donc les CloudFront utilisent ce que j'ai présenté avant, les Edge Locations. C'est le service où on peut ramener des données, peu importe où on peut les cacher et les utiliser pour nos softwares, nos sites web, tout ce qu'on veut. Dernièrement, il y a le Direct Connect. Bon, ici en Algérie, je pense pas qu'il peut être très important, mais ailleurs, le Direct Connect, on peut faire une connexion directe entre notre infra on-premise et notre infrastructure chez Amazon. Donc, c'est très important si on veut faire du recovery, si on veut faire, enfin, si on a vraiment un flux de données très important à transférer entre Amazon et notre infrastructure locale, le Direct Connect, c'est un service très important. Alors, on passe au compute et on commence par EC2. EC2, c'est le service de base de compute. J'imagine que il est très connu. On a plusieurs catégories de machines virtuelles en quelque sorte. Euh, donc on peut commencer par les micros avec un seul cœur, avec 1 giga de RAM ou la même moins. Et on peut atteindre des machines virtuelles d'une capacité très très importante. Donc on peut dire que c'est le service le plus important chez Amazon. Ensuite, le ECS, c'est le Container Service. Et principalement, on utilise Docker. Donc, ça, c'est un nouveau service qui apparaît chez Amazon. Et voilà, il nous permet de faire monter ou utiliser nos containers Docker sur Amazon, sur le cloud. Et en parallèle, il y a ECR, c'est pour Container Registry. Ceux qui travaillent déjà avec Docker et peuvent comprendre le principe. Donc, on a les Container Service et les Container Registry
pour, pour mettre les containers تاعنا. Alors, ensuite, ils ont ce qu'on appelle le Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk, c'est pour les gens qui ont un peu moins d'expérience dans le développement, qui ne sont pas vraiment des développeurs. Ils peuvent utiliser Elastic Beanstalk, c'est l'équivalent de Web App chez Azure. Donc, on a juste à mettre notre code et Elastic Beanstalk il peut créer le web server, la base de données. Donc, il gère tout ça pour nous. On a juste à uploader notre code et il fait tout le nécessaire pour mettre en ligne un site web. Et finalement, on a Lambda. Lambda, c'est un nouveau service aussi, mais ça, c'est très très avancé. C'est en quelque sorte la technologie serverless. Donc, là, on ne parle même pas de machine virtuelle. On a juste à mettre notre code et on peut l'exécuter. Donc, si on a des événements, il y a des exemples, il y a des gens qui utilisent ça, par exemple, pour le resizing des images. Donc, il met son code qui est développé en Node.js ou là en Python. Là. Donc, une fois un utilisateur upload une photo, par exemple, et il va générer un événement qui va déclencher une fonction lambda qui va convertir cette photo et la rendre disponible pour plusieurs périphériques, plusieurs devices en quelque sorte. Donc pour l'instant lambda, on peut développer en Python, en Node.js, en C# et voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Voilà. Ensuite le storage. Storage aussi c'est parmi les piliers de Amazon Web Services. Et S-Trip pour Simple Storage Service, c'est le principal service de storage. Ce qu'il faut savoir sur S3, c'est qu'il y a plusieurs offres. C'est qu'on peut avoir le S3 standard qui a des SLA très élevés. On peut avoir le S3 IA, c'est pour Infrequent Access, donc avec des coûts moindres que S3 standard. Et on l'utilise pour des données auxquelles on n'accède pas très souvent. Et finalement, on a le RRS, voilà, Reduced Redundancy, pour S3 Reduced Redundancy. Et ça, c'est pour des données qu'on peut se permettre de perdre. C'est des données qu'on peut récupérer, qu'on peut régénérer en quelque sorte. Donc le RRS, Hadaya, on peut mettre par exemple, pour l'exemple que j'ai donné à les photos, quand on génère des thumbnails, quand on génère des miniatures des images, on peut les stocker dans un S3 RRS. Donc c'est l'avantage de c'est qu'il est pas très cher. Et c'est des données qu'on peut régénérer si on les perd un jour. Donc S3, qu'est-ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'il accepte le versionning. C'est qu'on peut avoir autant de versions qu'on peut de nos fichiers. C'est un object storage, donc on ne peut pas mettre un système de fichiers dedans. Là, c'est juste object, on stocke des objets. Et voilà, là, il accepte le versionning et il accepte les cycles aussi. On peut avoir des cycles pour transférer, par exemple, après 30 jours, on transfère les données qu'on a sur le S3 standard vers le RRS ou là vers le Infrequent Access. Donc ensuite et en parallèle, on a le Glacier, le glacier de Amazon. Ça c'est voilà, c'est pour si on parle question coût, c'est vraiment peanuts, c'est 0,01 $ peut-être pour 10 gigas ou là je me rappelle plus mais là on l'utilise pour des fins d'archivage. Donc c'est des données les capables de dans 3-4 ans et quand on a besoin des fichiers, on ne veut pas les récupérer genre tout de suite. Genre, on prévoit
la semaine prochaine, je vais avoir besoin de tel fichier et je vais le récupérer du glacier. Là, parce que le glacier d'ailleurs, si on veut récupérer des données, ça prendra parfois de 3 heures jusqu'à 5 heures. Voilà, donc on peut archiver des données à très faible coût et voilà, si on veut les récupérer, il faut prévoir à l'avance. Ensuite, on a le IFS. IFS, c'est Elastic File System. Là, on peut avoir un système de fichiers. Et en gros, Elastic File System, c'est en quelque sorte un Network File System. Donc, on peut l'utiliser avec des instances EC2, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut l'utiliser par plusieurs instances simultanément. Et bon, finalement, on a le Storage Gateway. Storage Gateway, c'est pour relier notre infrastructure on-premise avec Amazon Web Services. Donc, si on veut transférer des données entre notre infrastructure et Amazon Web Services, on peut utiliser le Storage Gateway qui est disponible en VTL par exemple. Essayer de passer en databases. Databases, c'est très important. Donc, comme pratiquement tous les providers, ils ont déjà le RDS. RDS, c'est Relational Database Services. Ce qui est important, c'est qu'ils supportent pratiquement tous les moteurs open source, les moteurs gratuits. Donc, on peut trouver du MySQL avec toutes ces versions. On peut trouver du MariaDB, du Percona, du Postgres. Voilà, on trouve des multitudes de versions. Donc, on peut utiliser exactement la version avec laquelle on est en train de développer. Ensuite, on a le DynamoDB. DynamoDB, c'est le NoSQL sur Amazon. Donc, c'est un modèle standard, document, collection. Oh. Redshift, c'est le data warehousing. Donc, on a des gens qui travaillent dans le big data et tout, doivent connaître le data warehousing. Donc, Redshift, c'est le service de data warehousing de Amazon. Et finalement, on a le Elasticache. Elasticache, c'est en quelque sorte un proxy à mettre entre notre base de données, par exemple RDS, et notre application. Donc, il supporte Redis et même Cached. Et voilà, ça peut être très intéressant pour améliorer les performances. Alors, Analytics. Analytics, on commence par Athena, le service Athena. Donc, le service Athena, il est très très intéressant parce qu'il nous permet de faire par exemple des requêtes SQL sur des documents qu'on a sur le storage S3 par exemple. Donc si on a des fichiers Excel ou là, on peut exécuter directement des requêtes SQL, faire des requêtes SQL sur des fichiers Excel ou la JSON ou n'importe quel type de fichier. Ensuite, on a le EMR. Le EMR pour Elastic MapReduce. Et voilà, et il nous permet de faire c'est un service pour le big data en quelque sorte. On peut utiliser HBase ou Hadoop et compagnie. Alors, ensuite, on a Kinesis. Kinesis, c'est le traitement de big data en temps réel. Donc, c'est un service qui nous permet de faire le traitement de big data en temps réel. Ensuite, on a le Data Pipeline. Data Pipeline, c'est un service qui nous permet de ramener par exemple des données de DynamoDB ou là vers Athena, vers Kinesis. On peut configurer des pipelines de nos données vers différents services Amazon. Donc ensuite, voilà, là c'est important et ça parle à tout le monde, le Cloud Search. Donc ce qu'on a, c'est un service qui est basé sur Solar et nous permet d'indexer, créer en quelque sorte un moteur de recherche pour nos données.
Et finalement, on a Elasticsearch. Elasticsearch, comme tout le monde connaît, c'est le service Elasticsearch en service sur Amazon. Donc ensuite, dans la catégorie sécurité, on a le EAM, donc Identity and Access Management. Ça nous permet de gérer tous les accès, tous les groupes d'utilisateurs et tout sur Amazon, qui a accès à quoi, créer des groupes, des niveaux d'accès, vraiment c'est très très avancé. Donc, on a le Certificate Manager, donc c'est le service dans lequel on peut gérer les certificats TANA, les certificats SSL qu'on peut générer sur Amazon ou ailleurs. Ensuite, Inspector. Inspector, ça c'est un agent qu'on peut mettre sur notre machine, sur notre instance EC2 par exemple, et qui va essayer de checker les failles de sécurité les plus connues. Donc, c'est un service qui est alimenté en constance par des experts en sécurité qui travaillent chez Amazon et qui mettent la majorité des failles qui puissent exister. Donc, il analyse d'après les applications qu'on a sur notre machine, sur notre application, et essaie de détecter si on a des failles et nous alerter. Donc, ensuite, Directory Service, c'est en quelque sorte le Active Directory pour Amazon. Et le WAF, c'est le Application Firewall, en quelque sorte. C'est pour avoir son propre firewall applicatif. Dans la catégorie Management Tools, on a le CloudWatch. C'est un service de monitoring, donc on peut monitorer toutes les ressources qu'on est en train d'utiliser sur Amazon. CloudFormation, très important, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle des infrastructures as a code. Donc on peut définir toute notre infrastructure entre machines, entre network, entre tout ce qu'on veut en code et on peut la lancer genre en un clic, quoi. On lance tout un cloud en quelque sorte. Donc, on a le CloudTrail. CloudTrail, c'est le service qui log en quelque sorte l'utilisation de l'API Amazon. OpsWorks, c'est le service qui nous permet de faire de la gestion de configuration. Il utilise Chef. Et finalement, on a Config. Config, ça c'est pour la gestion des configurations de tous les services. Alors, on va passer à la catégorie Application Services. Donc, on va essayer d'aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, on a le service API Gateway. Donc, c'est un service d'API. On peut connecter même vers un autre backend qui n'est pas hébergé dans Amazon. On a le Upstream si on veut faire du streaming d'applications. Et finalement, le Elastic Transcoder, c'est pour la conversion de vidéo. Donc, on peut utiliser ce service ANEC pour, si on reçoit une vidéo notre serveur, la convertir automatiquement vers des formats supportés par plusieurs devices. Alors, Developer Tools, donc on commence par Code Commit. Code Commit, c'est l'équivalent de GitHub en quelque sorte. On peut donc l'utiliser comme repo. Code Build, c'est un service qui nous permet de faire des builds de notre code sur plusieurs plateformes. Donc, on peut le builder directement sur le cloud. Code Deploy nous permet de déployer notre code directement sur notre infrastructure EC2 ou autre. Et Code Pipeline, c'est un service avec lequel on peut tracer tout le pipeline, le code TANA, depuis le premier commit, le test, le build et le déploiement. Donc, la catégorie Mobile Services, on a Cognito, c'est le service qui gère les inscriptions et les connexions. On a le Device Farm. Device Farm, c'est très important, donc on peut tester notre application mobile sur plusieurs périphériques. C'est de vrais périphériques, donc on peut le tester directement sur le cloud. On a le Mobile Analytics, c'est l'équivalent de Google Analytics pour mobile.
Et finalement, Pinpoint, c'est pour faire des push. Alors, intelligence artificielle, s'il y a parmi nous qui font de l'intelligence artificielle, il y a des services très importants. En commençant par Lex, c'est un service qui nous permet de faire des chatbots, soit en speech, soit en texte. On a un service pour le machine learning. On a le service Polly. Le service Polly nous permet de convertir du texte en voix, en speech. Et finalement, Recognition, c'est pour les images. Donc, le service Recognition nous permet d'avoir un maximum d'informations sur une photo, s'il y a un visage, s'il y a, c'est pas un objet qui est connu. Donc, Recognition est fait pour ça. Alors, finalement, on va parler de messaging. Donc, on a le SNS, ça c'est le service de notification. Donc, si on veut avoir des notifications pour nos applications et tout, on peut utiliser SNS. Ensuite, SQS, ça part pratiquement, c'est le premier service qui a été lancé par AWS et c'est le queuing system, c'est l'équivalent de RabbitMQ ou Apache Kafka ou quelque chose. Et finalement, on a SIS. SIS, c'est le service emailing, Simple Email Service, voilà, de Amazon. En gros, c'est un petit résumé de Amazon Web Services. Pour finir, il faut tester Amazon. C'est gratuit pour une année. Donc, on peut créer un compte. Bon, c'est un peu limité en ressources, mais on peut avoir une année pour tester tous les services de Amazon. Voilà, c'est bon. Prends quelques questions. Il y a des questions. Perfect timing. Hein. Ah ouais. Des questions? C'est loin. AWS n'utilise pas encore, mon pote. Bientôt, Inch'Allah. Ouais. Alors, bon. Si on est censé répondre à la première. À la première, oui, bon, je vais répondre. On n'utilise pas AWS, non. Et Pour l'instant. voilà, pour l'instant. Ensuite, bon, pour les tarifs, c'est pratiquement les tarifs pratiqués par tous les fournisseurs cloud. On retrouve pratiquement les mêmes tarifs entre, si on compare Azure et Amazon, c'est pratiquement les mêmes tarifs. Est-ce qu'on peut l'utiliser en production en Algérie? Bon, on a les moyens de payer avec une carte de crédit, ou là, on a les moyens, si on peut payer en devise, oui, on peut l'utiliser en production. Il reviendra beaucoup moins cher que si on a des serveurs dédiés ailleurs, chez One and One ou OVH, ou là, ça coûterait moins cher d'utiliser du cloud. D'autres questions? C'est bon? Parfait. Merci, Monel. Merci beaucoup.